Salut! Voilà la deuxième vidéo de la série Philosophie, et c'est aussi la deuxième vidéo qui tente d'exploiter l'expérience du confinement. À celles et ceux qui n'auraient pas vu la première, je vous encourage vraiment à la regarder avant de lancer celle-ci. On y a introduit plusieurs petites idées importantes pour comprendre ce qui va suivre. Pour rappel, ces vidéos prétendent simplement proposer un outil de réflexion, une manière d'approcher et de concevoir certains pans de l'existence. Ainsi, cela requiert ce que l'on pourrait appeler de la charité herméneutique. Par là, j'entends une disposition qui consiste à donner toute sa chance à la proposition et à éviter de tomber dans le piège du strawman ou homme de paille. C'est ainsi que l'on nomme l'attitude qui consiste à caricaturer une position pour mieux la décrédibiliser. Bref, on s'était posé à la fin de la vidéo précédente cette question importante. Dans quelle mesure notre expérience est-elle déterminée par les idées qu'on peut en dégager? À quel point nos sentiments sont-ils définis par les informations auxquelles on les associe spontanément? Pour continuer notre enquête, posons-nous une autre question que le confinement soulève. La vie vaudrait-elle le coup d'être vécue si c'était tout le temps comme ça? Si on répond oui, tant mieux, bon. Si on répond non, il faut tout de suite demander pourquoi. La réponse peut être simple, bien sûr. Je suis enfermé avec un mari qui me bat, on est 5 dans 18 mètres carrés, etc. Mais la réponse peut aussi être complexe. Il me manque des stimulations dont j'ai visiblement besoin. Lesquelles? Prenons un point de départ benthamien. On aime être heureux et on n'aime pas être malheureux. À partir de là, il y a grosso modo d'un côté les choses que j'aime parce qu'elles me procurent du plaisir et de l'autre les choses que je n'aime pas parce qu'elles procurent du déplaisir. Donc un truc tout bête que le confinement nous révèle, c'est qu'on est bien mieux lotis si nos désirs sont simples. Pour le dire autrement, si le but est de maximiser le plaisir, autant se débrouiller pour aimer un maximum de choses. Et un maximum de choses faciles à obtenir. Ça nous permet donc de faire un tri et de distinguer les choses qu'on aime en fonction de leur accessibilité. Plus on aime de choses faciles d'accès, plus il est simple de produire du plaisir. Ce qui me motive, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est l'objet de ma quête. Et donc logiquement, l'objet de ma quête détermine la difficulté de la quête. Plus ce que je désire est difficile à obtenir, plus il y a de chances que je sois frustré. Donc il y a un premier niveau de danger. Ce que je désire est difficile d'accès. La quête risque d'être dangereuse. Par là, j'imagine une quête si compliquée qu'elle génère presque automatiquement de la frustration. Par exemple, j'ai un désir très spécifique, être en couple avec telle personne qui n'est pas libre, ou je veux m'offrir tel objet qui est unique et que le propriétaire ne veut pas vendre, ou alors même quelque chose d'extrêmement simple mais rare, je vis dans le désert et je n'aime que la pluie. C'est simple, mais la quête est frustrante, car la plupart du temps, je ne suis pas satisfait. Il y a un second niveau de danger. C'est quand la question de l'accessibilité est couplée à celle de la complexité. Là, on dira que l'objet de la quête lui-même est dangereux parce qu'il est complexe. Qu'est-ce que j'entends par là? Par complexité, je veux exprimer le fait que l'affect se double de sa propre idée. Non seulement je suis content d'expérimenter X ou Y, mais je suis content à l'idée que j'expérimente X ou Y. C'est une forme de mise en abîme de l'expérience elle-même à coup de représentation. Par exemple, une bouteille de vin rare et cher. Cela peut être un objet de quête dont la difficulté tient principalement à l'accessibilité. C'est le cas si je veux obtenir cette bouteille avant tout pour la richesse de l'expérience olfactive et gustative qu'elle permet. Là, le seul problème, c'est que je n'ai pas les moyens. En revanche, si je veux obtenir cette bouteille parce que je suis motivé par le désir de boire un vin que peu de gens sur Terre ont la chance de boire, parce que je tire un plaisir particulier de me savoir privilégié, alors mon désir est tissé à une représentation. Et dans ce cas, au-delà de la seule difficulté qu'il y aurait à pouvoir mettre la main sur une bouteille de Romanée Conti, je fais face à un autre problème. Je me suis engagé à donner un sens supplémentaire à mon expérience à travers des symboles. Autre exemple rapide. On peut aimer avoir un Mac ou un iPhone parce qu'on apprécie l'expérience d'utilisation d'Apple ou parce qu'on se sert de logiciels qui n'existent que sur cette plateforme. Cela fait écho à la valeur d'usage de l'objet. Mais on peut aussi aimer avoir un Mac parce que c'est cool d'avoir un Mac. Dans ce cas, c'est plutôt la valeur symbolique de l'objet qui est mise en avant. Cela résonne avec les deux premiers livres de Jean Baudrillard, Le système des objets et La société de consommation. Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je retiens ceci. La publicité et l'acte d'achat ont débordé depuis un moment la seule question de l'objet et de ses propriétés. On nous vend et on achète moins un outil défini par ses fonctions qu'un symbole, un signe, un code social qui nous permet de nous situer au sein de la société. Il écrit, page 79, « On ne consomme jamais l'objet en soi, dans sa valeur d'usage. On manipule toujours les objets, au sens le plus large, comme signes qui vous distinguent, soit en vous affiliant à votre groupe pris comme référence idéale, soit en vous démarquant de votre groupe
par référence à un groupe de statut supérieur. Plus loin, page 86, l'astuce de la publicité est précisément de toucher chacun en fonction des autres, dans ses velléités de prestige social réifié. Jamais elle ne s'adresse à l'homme seul, elle le vise dans sa dimension différentielle. C'est-à-dire que la valeur symbolique de l'objet joue une fonction de mise en relation comparative des individus. Acheter un Mac, c'est aussi acheter son appartenance au groupe des propriétaires de Mac, un groupe social qui n'est pas strictement défini bien sûr, mais qui renvoie tout de même à un ensemble de valeurs symboliques et qui se définit aussi par différenciation. Ce n'est pas le groupe des PC. Si je pars du principe que ce que je possède me représente, parce qu'au moins ça exprime mes goûts, mes préférences, ça révèle mes activités, mes centres d'intérêt, alors ma relation à moi est déterminée par les signes et symboles associés à ce que je possède. Et vous l'avez compris, ce que je cherche à dire ici, c'est que le problème ne se limite pas du tout à la question de la publicité ou de la consommation, mais que ça contamine tous les pans de l'existence. Notre goût pour le cinéma ou la musique, nos préférences pour tel ou tel bar ou restaurant, notre relation à autrui, tout cela aussi est engagé dans un système de production de signes, de symboles, et ceux-ci sont les moyens que nous privilégions pour nous faire une image mentale de ce que nous sommes, pour définir notre identité personnelle. Ce que j'appelle ici un affect complexe, c'est un affect qui charge l'expérience d'une image de sa propre personne. Ça concerne donc toute recherche de reconnaissance ou de statut social, toute quête de valeur symbolique. Mais pas seulement. Je fais l'hypothèse que nous avons une tendance spontanée à aller chercher dans l'expérience des informations qui nous permettraient de préciser l'image que l'on se fait de soi-même. Et on risque donc de préférer les affects qui nous renvoient une image flatteuse. Il y a là un risque. Dès que notre satisfaction tient majoritairement à la représentation mentale que l'on se fait de sa propre vie, il y a danger. 1. Car nous souhaitons alors fixer cette représentation une fois pour toutes, tandis qu'elle est en fait fondamentalement instable, vouée à se transformer. Nous résistons donc douloureusement à son caractère impermanent. Et 2. Car ce désir de fixité est un péril en tant que tel. C'est une fois de plus celui du mythe de Narcisse. Nous risquons de nous perdre dans cette fascination pour soi. Ce que je cherche à mettre en lumière ici, c'est que les failles à travers lesquelles le danger du narcissisme se glisse dans notre existence sont omniprésentes. Et il s'agit là d'une véritable aliénation dont nous sommes tous, sans exception, victimes, mais à des degrés divers. On pourrait résumer par l'hypothèse suivante. Plus je cherche à définir mon identité, plus je fais entrer de données symboliques dans l'expérience que je fais de la vie, plus je suis dépendant de ces données, et plus je vais avoir tendance à favoriser les données rassurantes. Il pourrait même peut-être y avoir là un fondement psychologique au biais de confirmation, mais ce n'est que ma petite interprétation. On peut imaginer un spectre sur lequel on placerait les choses en fonction de leur manière de nous affecter, selon qu'elles se rapprochent de la pure sensation ou du pur symbolique. Ces deux extrémités sont bien sûr théoriques, elles n'existent pas en tant que telles, mais elles servent à illustrer des tendances. On pourrait dire qu'il y a d'une part les expériences qui relèvent surtout du corps, ou de la chair, comme le plaisir qu'il y a à boire un verre d'eau fraîche quand on a soif, et d'autre part, les expériences qui relèvent plutôt de la convention ou de l'idée, comme le sentiment de honte par exemple, qui tient avant tout à une représentation mentale. On peut donc interroger la teneur symbolique des choses qu'on aime. Un compliment, une bonne note à l'école, un t-shirt finisher quand on termine un marathon, ce sont des plaisirs principalement symboliques. Pourquoi ? Parce que le compliment ne change rien à ce qu'on est, au sens où on est identique à la seconde qui précédait le moment où le compliment est exprimé. En l'occurrence, mon expérience de ma propre intelligence, c'est-à-dire le plaisir ou le déplaisir que j'éprouve relativement à mes capacités mentales, ne varie pas en fonction des compliments formulés par autrui. De la même manière, la bonne note ne change rien au plaisir que nous avons eu à résoudre l'équation ou à écrire la dissertation. Elle n'a de valeur qu'en tant que symbole conventionnel. La note est un outil pour me permettre de me juger moi-même. Une bonne note me fait plaisir, car elle m'aide à me juger favorablement. Mais cela implique que je me juge via des critères qui sont étrangers à l'expérience. Un t-shirt finisher ne change rien à notre expérience de la course, ni au fait qu'on a effectivement terminé le marathon. Restons sur cet exemple. Si je cours tout nu sur une plage déserte, peut-être que je suis proche du purement sensoriel, car ce que j'aime, on va dire que c'est sentir l'odeur de la mer, le sable sous mes pieds, la vitesse simple de ma foulée, etc. De l'autre côté, si je cours avec une montre connectée, que je surveille les données objectives de ma performance, et que mon plaisir dépend surtout du fait que j'ai réalisé un bon chrono, ce que je ne peux voir, soit dit en passant, qu'une fois que j'ai fini de courir,
Alors ma joie est plutôt du côté du pur symbolique, c'est-à-dire de l'idée, de la représentation que je me fais de mon activité. Selon là où on se place dans le spectre, c'est plutôt l'activité en elle-même qui est source de joie, ou plutôt les informations que je peux abstraire de l'activité. Par exemple, parce que je me demande si je progresse, si je suis bon ou si j'ai assez couru. C'est donc deux choses très différentes que de répondre à la question « ai-je assez couru ?», en écoutant son corps ou en regardant son chrono. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il est impossible de faire les deux, ou que l'une est nécessairement plus intéressante que l'autre. Simplement, ça renvoie à deux relations à soi différentes. L'une est immédiate et subjective, l'autre médiatisée par des données objectives. Parenthèse. Mon frère, à qui j'ai fait voir une première version de la vidéo, m'a fait remarquer que, malgré cette précision, on a tout de même l'impression que je valorise le côté gauche du spectre. Et de fait, une vie de ce côté du spectre est sans doute plus simple qu'une existence polarisée à droite. C'est le sens de l'épicurisme, puisque, contrairement à l'idée qu'on s'en fait spontanément, cette philosophie était en fait un ascétisme, plutôt qu'un hédonisme donc. L'idée étant donc de savoir se contenter de peu, de ne suivre que les désirs naturels et nécessaires. Donc un problème social terrible de notre système économique, c'est qu'il encourage la course à des plaisirs très sophistiqués et que, pris par l'aliénation que représente cette course, on oublie de s'assurer que les autres sont en capacité de satisfaire ce qu'on pourrait appeler les désirs simples. On pourrait aussi convoquer Pascal, dont la remarque sur la misère humaine a beaucoup circulé pendant ce confinement. Être capable de ne rien faire et de ne sentir aucun manque, c'est être libre. Plus on a besoin de stimulation, moins on est libre. Et ça veut donc dire que nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. On est aliéné à nos propres besoins. On pourrait aussi faire l'hypothèse suivante, moins on est libre vis-à-vis de soi-même, plus on est engagé à la résolution de nos propres préoccupations, moins il y a de place dans nos vies pour autrui. Apprendre à se contenter de peu, c'est aussi potentiellement apprendre à développer notre capacité à nous préoccuper des autres. Je reviens sur le t-shirt finisher parce que je trouve ça révélateur. Le t-shirt finisher est un élément de distinction. C'est quelque chose qui me démarque de ceux qui ne finissent pas le marathon. En ce sens, c'est un élément symbolique qui joue un rôle dans la considération que j'ai de ma performance, et donc de ma valeur personnelle en quelque sorte, au moins dans le cas présent en tant que jogger amateur. Le t-shirt, en tant que convention, est un avatar d'autrui. C'est une sorte d'abstraction d'autrui matérialisée en t-shirt qui vient valider ma performance. Comme si le concept général d'autrui, de ma société, me disait « tu as réussi quelque chose ». Mais autant il apparaît normal de donner de l'importance au jugement d'autrui pour s'assurer de notre valeur personnelle en tant que coopérateur social, puisque seul autrui peut dire si je suis un bon voisin, un bon petit ami ou un bon patron, autant la plus-value sociale de mes performances de sportif amateur étant sans doute nulle, au sens où la société ne s'en porte ni mieux ni moins bien que je termine le marathon ou non, il paraît plus délicat de comprendre la pertinence qu'il y aurait à prendre en compte cette information dans le rapport à soi. Cela fait d'ailleurs écho à la vidéo sur la loi de l'égocentrisme ordinaire. On pourrait dire qu'en me donnant un t-shirt finisher, la société en dit davantage sur elle et sa valorisation de la performance que sur moi et mes capacités athlétiques. Bref, la question devient, ai-je tendance à réduire autrui à la fonction de t-shirt finisher, c'est-à-dire de feedback, de moyen de comparaison afin de m'attribuer une valeur? Ou, pour le dire plus simplement, est-ce que le rire de mes amis me remplit de joie parce qu'il est l'expression d'une communion et d'un amour partagé, ou parce qu'il me confirme que je suis drôle? Il est donc intéressant de se demander à quel point nos affects sont complexes, à quel point ils sont travaillés par des représentations et des symboles. Par exemple, mon expérience de la course me paraît-elle incomplète si je n'ai pas les informations objectives qui me permettent de me comparer aux autres ou d'évaluer ma progression. Une dernière chose. Tâchons de ne pas trop oublier que notre histoire est intimement mêlée à celle d'autrui. Si on cultive cette tendance à se voir comme le personnage principal, le monde risque de ressembler à un vaste jeu de rôle en ligne où chacun mène sa quête et juge autrui selon qu'il représente un allié ou un rival potentiel. Il faut donc faire attention à une attitude plus ou moins consciente qui consiste à distinguer parmi les autres ceux dont le regard m'aide à conforter les croyances que j'ai autour de mon personnage, et notamment le fait que c'est bien le personnage principal, de ceux dont le regard tendrait plutôt à ébranler la confiance que j'ai dans l'idée de ma propre personne. C'est d'ailleurs souvent face à ce type de regard que se manifestent nos mécanismes de défense. Il est très effrayant de se rendre compte qu'on n'est pas ce que l'on croit être, d'autant plus effrayant qu'une telle remise en cause de sa propre identité
s'accompagne en général de la crainte selon laquelle le monde non plus ne serait pas tel que je le perçois. C'est carrément ma propre survie qui est engagée par ce diagnostic, car si je ne peux pas faire confiance à mes capacités cognitives, c'est-à-dire à tout ce qui est censé me permettre de comprendre le monde, je me demande comment je vais faire pour m'en sortir. Mais justement, c'est ce qu'on disait, notre histoire étant mêlée à celle des autres, la coopération semble plutôt une bonne idée. Merci beaucoup, et à bientôt.